Bienvenue dans Startup Story, une émission ce soir qui fera autant plaisir aux parents qu'aux enfants, voire aux préadolescents, car tous nos invités ont créé des startups dédiées à la jeunesse et notamment vous, Laurentiana, bienvenue. Merci. Vous avez fondé Little Dudes. Oui, tout à fait. Il y a également à vos côtés Pierre Pinto, bienvenue avec nous également. Bonjour. Et vous venez nous parler de Into the Spoon. Également avec nous en plateau Aurélie Nickmans, vous êtes la créatrice de Milky Way. Et enfin, Morgan Wirtz, cofondateur de Rise. Bienvenue à vous aussi. Ça va, Manuel. Alors avant de préparer cette émission et de la démarrer, je vous avais dit, préparez-moi un petit pitch de 20 secondes. C'est un petit peu la tradition dans cette émission. On a demandé à nos invités, effectivement, d'expliquer en quoi consiste son projet. Et celui qui a accepté de relever le défi en premier, c'est Morgan. Morgan Wirtz, alors en 20 secondes, qu'est-ce que Rise ? Alors, Rise, c'est la carte de paiement et le compte pour les ados avec plein de fonctionnalités autour de la thématique de l'éducation financière. Que l'ado puisse apprendre à bien dépenser, à budgétiser, à épargner, se fixer des objectifs, des compromis. Et puis une application miroir pour le parent avec plein de contrôles parentaux pour superviser. Parfait. Voilà. Vous vouliez encore parler ? Ce sera lancé dans quelques semaines. On va de toute façon avoir le temps d'en parler. Mais c'est vrai que c'est pas évident. 20 secondes, c'est vrai. Vous me dites, c'est 30 secondes. Hein, mais 10 secondes en moins ou en plus, ça change parfois la donne. Alors c'est vrai que Rise, ça n'a pas été votre nom tout de suite. Il y a eu un petit changement de nom récemment. Ça a été un coup dur, ça, de devoir changer de nom en cours de lancement d'un concept comme le vôtre ? Alors, oui, mais finalement, c'est pas le plus gros challenge. Et puis surtout, quand il y a des challenges qui arrivent, j'aime souvent les tourner en opportunité. C'est ce qu'on a fait. Donc on a appris du premier branding, et dans le rebranding avec le changement de nom de Pi vers Rise, on a par exemple développé un branding beaucoup plus coloré, beaucoup plus axé sur le parent aussi, qui est une des cibles. Donc voilà, on a vraiment tourné en opportunité finalement. Vous avez rebondi sur vos pattes. Il n'a pas fallu tout recommencer à zéro. Ça a été justement, comme vous dites, une opportunité. Alors Aurélie Nickmans, vous êtes la fondatrice de Milky Way. Oui. Je vous propose à votre tour de pitcher. Vous avez 20 secondes. Oui. Alors Milky Way, c'est la première marque belge de vêtements d'allaitement qui s'adresse aux mamans cool, qui veulent rester femmes chic et élégantes tout en allaitant discrètement et partout. C'est aussi le choix de la qualité et de la praticité avec des tirettes invisibles de 30 cm de chaque côté. Le tout éco-responsable. Et voilà, fabriqué au Portugal. Voilà. J'allais dire, et vous portez d'ailleurs un vêtement Milky Way. Alors c'est vrai qu'on disait, il y a eu un changement de nom pour des raisons notamment de doublons avec une autre société. Mais vous, Milky Way, pas de comparaison avec une barre chocolatée, on ne vous fera pas un procès. Mais ce nom, il était évident. C'est vous qui l'avez trouvé, je pense. Oui, alors Milky Way, ça a été le take-away milk, donc pouvoir allaiter partout. Tout le temps, et aussi Milk Away, donc d'une certaine manière, et donc avec les la petite tirette qui est sur le côté, hop, on ouvre, et voilà, et vous pouvez allaiter partout où vous voulez. Exactement. Allez, c'est à Pierre Pinto maintenant, qui est le cofondateur de Into the Spoon, de se prêter au jeu des 20 secondes, pas une de plus. Allez-y Pierre. Allez, c'est parti. Chez Into the Spoon, nous produisons des petits pots pour bébés, bio, locaux, de saison, en atelier protégé à Bruxelles, à Forêt. Notre mission, c'est de proposer aux parents une alternative positive et de qualité et qui soit remplie de goût et de valeur. On aime bien dire de l'appel à la petite cuillère. Vous pouvez retrouver nos produits sur notre site internet et ainsi que l'ensemble de nos points de vente sur intothespoon.be. C'est fini. J'ai crocheté. Oui, vous avez crocheté, mais bon, voilà, c'est un exercice pas évident, même si on doit parfois pitcher pour convaincre les financiers de nous suivre. Souvent, très souvent. Ouais. Mais c'est pas 20 secondes, c'est un peu plus, vous me disiez tout à l'heure. On a un peu plus de temps quand même. On a un peu plus, parfois jusqu'à 3 minutes. C'est vrai qu'Into the Spoon, ça fait en fait référence à un film, Into the Wild. Le lien, il n'est pas forcément immédiat si on n'est pas cinéphile. Alors, racontez-nous l'histoire de ce nom. Alors, l'histoire de ce nom a été créée en soi dans un atelier collectif où, justement, le but c'était de trouver les noms. Et les gens qui étaient avec nous, une dizaine de personnes, trouvaient notre projet un peu fou, comme si on était parti à l'aventure, vu que c'était une reconversion où on partait totalement de notre milieu et on venait dans le milieu, au final, alimentaire un peu très strict. Et donc, ils nous ont dit qu'on partait à l'aventure. Et donc, l'aventure, côté cinéma, de mon ancienne carrière, où voilà, Into the Wild est venu, et la petite cuillère, le lien avec l'enfant. Et donc, vu qu'on voulait depuis le départ créer un projet complet de l'appel à la petite cuillère,
ça allait de soi de se dire qu'est-ce qu'il y avait dans cette petite cuillère. Et donc voilà. Into the spoon, dans la petite cuillère. On reparlera plus longuement de votre parcours et de votre arrivée dans la création de cette start-up. C'est au tour de Laurence Yana, qui est la fondatrice de Little Juice. Vous avez 20 secondes pour nous parler de votre projet, de votre start-up. On vous écoute. Alors Little Juice, c'est un e-shop multimarque 100% durable qui propose des articles de mode, accessoires et jouets pour les enfants entre 2 et 10 ans et qui a pour but de combiner d'une part la mode avec des valeurs durables et sociales. Voilà. Encore 4 secondes. Encore 4 secondes, c'est lancé le 15 juillet. Donc, on y est. Voilà, on y est. C'est parfait, c'est lancé, c'est nickel. C'est vrai, hein, Laurence Yana, choisir un nom, c'est un peu, voilà, c'est important évidemment pour lancer sa start-up. Vous avez tous des noms à consonance anglaise. Oui. Little Dude. Vous avez 2 petits garçons, c'est à eux que vous pensiez en créant ce nom? Je cherchais vraiment un nom qui représente justement l'image que j'ai de mes enfants, un peu canaille, un peu un petit peu voyou, et puis ça représente pour moi des petits potes, des petits amis, et donc ça représente vraiment l'image que j'avais en tête pour mon site. Alors, des petits amis, des petits potes, mais c'est garçons, filles, garçons et filles, oui, tout le monde évidemment est représenté. Quand vous avez créé Laurence Little Juice, on peut dire que vous réalisez un petit peu un rêve d'enfance? Oui, tout à fait. Donc à la base, moi je suis pas du tout dans la mode, j'ai travaillé dans la finance plusieurs années et puis je sentais au fond de moi que c'est pas ça que je voulais faire et ça m'a amenée à travailler à la Tricoterie qui est un lieu culturel à Bruxelles. À Saint-Gilles. À Saint-Gilles, tout à fait, et qui prône justement très fort ces valeurs de durabilité et de social. Et donc là j'ai réalisé que pour moi c'était très important de faire un métier avec des valeurs qui ont du sens pour moi. Et donc ça je voulais pas perdre de vue. Et alors aussi depuis longtemps, je voulais créer mon propre projet et je cherchais juste le timing pour le faire. Et avec le Covid, finalement, c'est quelque chose de négatif que j'ai transformé aussi en opportunité. J'ai eu le temps, j'avais plus d'événements forcément. Et donc là, je me suis dit, c'est le moment, vas-y, lance-toi. Et donc j'ai combiné ces valeurs très ancrées en moi avec le projet de la tricoterie, avec ma passion pour la mode que j'ai depuis toujours. Et donc j'ai combiné ces 3 pôles et j'ai créé ce projet Little Juice. Vous n'êtes pas la seule qui parle du déclic avec le Covid. Ça a été une période compliquée pour beaucoup de gens, mais vous, ça a été vraiment un revirement professionnel pour vous. C'était le moment où vous dites, je me pose et je veux changer de cap. Voilà, tout à fait. Oui, bien, je ne dis pas que c'était une période très facile, mais j'ai saisi cette opportunité. Et voilà, c'est aussi une période où on se pose plus de questions peut-être sur la façon de consommer. Donc voilà, j'ai voulu vraiment consommer autrement et l'appliquer dans un projet professionnel. Donc Aurélie, c'est aussi dans la mode que vous avez choisi de créer votre start-up. Et tout est parti en fait d'une expérience très personnelle. Il y a à peu près 1 an et demi, vous êtes à ce moment-là en Autriche et vous allaitez votre bébé. On va voir la photo. Enfin, votre bébé, sur cette photo, on ne sait pas trop où il est. Hein. Il est bien planqué. Voilà, c'est vraiment ce que vous avez dit, une expérience personnelle de devoir cacher son bébé pour allaiter, pour ne pas gêner les autres, alors qu'il n'y a rien de plus naturel finalement. Et alors c'était vraiment cette envie de vouloir proposer à d'autres mamans des vêtements qui leur permettent de ne pas devoir faire ces acrobaties, parce qu'en plus ça tombe tout le temps, et de pouvoir, sans montrer tous ses attributs, pouvoir allaiter son ça enfant, a été quelque chose à ce moment-là parce que vous êtes à un moment aussi dans votre carrière, enfin vous avez beaucoup voyagé, vous avez suivi votre mari, vous êtes à un moment aussi dans votre carrière où vous vous posez la question qu'est-ce que je veux faire de ma vie, et puis il y a ce déclic qui semble évident. Oui, c'est tout à fait ça. Donc c'est vrai que ces dernières années, on a beaucoup voyagé et j'avais aussi envie d'avoir un projet à moi que je pouvais prendre où je voulais avec moi, continuer à suivre mon mari si on avait des opportunités. Et avec la venue de Doug et cet allaitement, mais voilà, Milk Away est né. Voilà, l'idée en fait était née, et puis il y a eu tout un parcours évidemment avant de la mettre vraiment en place, cette idée. Morgan Wirtz, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous, votre passion au départ c'est la voile. Vous êtes vice-champion du monde 2018 de voile, et puis voilà, qu'est-ce qui fait qu'un jour on passe de navigateur pro à patron de Rise, patron d'une start-up? Finalement c'est juste une étape. Et j'ai dû faire un choix à un moment. Tiens, est-ce que je continue le sport de haut niveau ou bien est-ce que je lance mon entreprise? Je savais que j'allais le faire à un moment. Mais surtout, je fais toujours énormément de liens entre le sport de haut niveau
t'apprennent énormément de valeurs, les valeurs de la performance, de la créativité, l'innovation, etc. Et c'est des valeurs que j'ai appris en faisant du sport et que j'applique énormément aujourd'hui dans la création de Rise. Et vous n'êtes pas seul, on voit des photos qui défilent derrière vous avec votre équipe. Avec l'équipe, oui. Quand vous vous lancez, vous avez l'idée qui est née aussi d'une envie de faire quelque chose par rapport à la finance. Il y a quand même un grand écart entre les deux, quoi. Alors oui, mais elle est surtout partie d'un constat, parce qu'en tant qu'ado, on s'est clairement rendu compte qu'il y avait un manque de plateformes, d'outils pour apprendre à gérer son argent, de l'éducation financière, qui est un des plus grands piliers de son éducation en tant qu'ado. C'est pas quelque chose qu'on apprend sur les bancs de l'école, et puis c'est un sujet assez tabou au sein des familles. Donc il est ok, très bien, on va développer notre propre outil financier pour les ados, pour apprendre à gérer leur argent, surtout que nous on sortait tout juste de cette période-là. Vous étiez tout jeune. Exactement. Donc voilà. Oui, c'est vrai que vous n'avez que 22 ans, donc c'est clair que quand vous avez eu l'idée, vous aviez quoi, 18 ans avec vos potes 19 ans, et pas avec des potes d'ailleurs. Finalement, les associés, l'équipe s'est formée après parce qu'effectivement, tout jeune, on comprend certainement cette génération, il n'y a rien à faire, c'est des services financiers, il faut s'entourer. Donc c'est ce qu'on a fait depuis le début, construire une équipe hyper solide. Ouais. Quoi. Ça c'est important, on en reparlera au cours de l'émission. La voile en compétition, c'est fini du coup? C'est fini, c'est trop compliqué de gérer les deux en même temps? Oui, c'est un emploi à plein temps, c'est clair, même plus. Pas trop de regrets? Non. Ça vous manque pas pour le moment? Vous êtes trop dans le feu de l'action. Oui, je suis focus. Pierre Pinto, vous aussi, on l'a compris en début d'émission, vous aviez un métier diamétralement opposé à votre start-up, à l'objet de votre start-up. Vous étiez dans l'audiovisuel, vous êtes ingénieur du son, vous avez bourlingué aussi dans ce monde-là. Et puis, vous avez, comme Aurélie, un jour eu un déclic. Il y a eu cette envie de travailler avec le monde de l'enfance, mais aussi dans l'alimentaire. C'est très spécifique. C'est quoi? C'est votre passion pour la cuisine là qui vous a titillé? Alors ça a été deux aspects. Ça a été déjà la volonté d'essayer de trouver un métier dans lequel on arrive à trouver un nouveau sens, une nouvelle vie au final, et essayer d'être un acteur du changement aussi. Et le dernier point, ça a été d'essayer de créer une entreprise familiale. Donc on a monté l'entreprise avec Daphné, qui est donc ma fiancée. Et donc on a essayé justement de se dire, tiens, qu'est-ce qu'il y avait de existant en Belgique? On voyait qu'il y avait des choses qui étaient émergentes dans les pays européens autour. On essayait un petit peu de révolutionner l'alimentation infantile. Et on s'est dit, tiens, est-ce qu'on n'a pas quelque chose à faire en Belgique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui existe déjà? On est revenu, on a vu que c'était un petit peu le désert et que justement on était un peu soumis à l'ensemble des productions internationales pour avoir une alternative à l'alimentation qu'on ferait à la maison. Et donc de là, on s'est lancé dans ce challenge un peu fou, parce que de la volonté de juste créer un projet alimentaire... Oui, c'est pas parce qu'on aime cuisiner que d'office, il y a beaucoup de paramètres. On s'est heurté à ce qu'on appelle la législation de l'alimentation infantile et l'ensemble de ses règles. Et donc ça nous a pris plus de 2 ans au final d'essayer de se mettre aux normes et de pouvoir produire dans ces conditions-là. Et donc maintenant, on y arrive. Ça fait plus de 4 ans qu'on a créé l'idée. Et on est très fiers maintenant d'avoir réussi à créer, avec toutes ces normes, notre atelier en atelier protégé sur forêt. Et donc voilà. Vous n'êtes pas seul, vous avez parlé de votre compagne, et puis il y a une Exactement. troisième personne qui est à la base de l'entreprise. Exactement, c'est Aline. Et donc Aline Chacun a son rôle bien défini? Oui, alors on a tous la capacité de venir mettre les mains à la panade. Parce que vu qu'on a créé vraiment le projet dans les fondements, on est tous passés par les cuisines. Alors maintenant, c'est vrai que moi je m'occupe plus de tout ce qui est la gestion de l'entreprise et le développement commercial. Aline s'occupe beaucoup de tout ce qui est le développement de la communication, mais encore aussi grandement cette part d'assistance avec Daphné, donc qui est la chef de cuisine de production et qui gère les équipes de production. Oui, et important de rester la main dans la panade, comme vous dites tous, vous êtes encore bien les mains dedans. C'est vrai que vous avez choisi de vous lancer dans un secteur, on l'a évoqué avec la législation pour l'alimentation des tout-petits, un secteur très réglementé. Il n'y a pas que le secteur alimentaire qui est réglementé, le secteur bancaire en particulier. Là aussi, ça a dû être un vrai challenge pour vous, Morgan, de créer une carte bancaire destinée aux enfants. Est-ce que vous avez eu des freins? Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit « Oula, je touche à quelque chose de sensible » ? Alors oui, dès le début, on se l'est dit, c'est clairement, il faut avoir une approche extrêmement méticuleuse parce qu'effectivement, on développe des services financiers, donc il a fallu aller chercher des partenaires, on est régulé, donc il y a un cahier des charges hyper strict à respecter dans le développement de notre produit. Donc dès le début, on s'est entouré d'avocats spécialisés, on a mis en place un conseil avec des conseillers avec une énorme expertise en monde bancaire.
Mais avec quels moyens tout ça? Parce qu'on entend que vous êtes bien entouré. Et quand on démarre, quand on est tout jeune, est-ce qu'à ce moment-là, vous avez déjà fait des levées de fonds, comme on dit dans Alors, dans le jargon? au début, c'est que de la motivation. Il n'y a rien à C'est ça. faire. Il faut aller convaincre. Et donc, clairement, les personnes avec qui on s'entoure, c'est les personnes qui ont Qui croient certaine en vous. empathie, voilà, C'est pour le projet et qui croient dans le projet, effectivement. Et donc, ils se disent, eh bien, tiens, on va aider. Et là, maintenant, par contre, Ouais. on vient de clôturer une levée de fonds d'un peu plus de 1,5 million d'euros. C'est pas mal, hein. Il y a 2 semaines ou 3 Ça semaines. veut dire qu'on vous fait confiance, parce que Mhm. confier une carte bancaire à un enfant de 10 ans, est-ce que c'est pas un peu jeune, Morgan? Alors, il faut bien comprendre que au-delà de la carte de paiement, c'est un outil pédagogique. Et effectivement, il y a toujours le parent derrière. Comme je l'ai dit, on a développé une application miroir pour le parent. Donc, c'est un outil pédagogique pour le parent, pour l'aider l'éducation financière de son ado. Et pourquoi une carte de paiement? Pour finalement appliquer notre philosophie autour de l'éducation financière, qui est apprendre tout en faisant. Apprendre avec du vrai argent, apprendre avec un vrai compte, mais dans un environnement sécurisé, dans lequel le Finalement, parent c'est le a une papa vue. ou la maman qui va faire la démarche d'acheter faire- cette carte. Ou de... Qui va souscrire au Ouais, service, souscrire à effectivement, cette et qui va ouvrir le compte légalement. Oui, c'est le parent qui est responsable. Alors, on l'a vu, ce sont parfois les parents qui sont les moteurs. Et puis aussi, c'est dans le cas de Laurence ou d'Aurélie, revendiquer aussi une réglementation de matière qui est sécurisante pour les enfants. Laurence, vous revendiquez des matières, on l'a entendu, éco-responsables et même bio. Il y a une volonté à ce moment-là, vous m'avez dit par téléphone, la mode bio, c'est pas que pour les bobos. C'était un Voilà. peu ça votre concept. Oui, voilà, je veux un peu casser les a priori qu'on peut avoir sur la mode bio durable qui est réservée aux bobos. On pense encore aux vieux tissus. Non, c'est pas vrai. La mode bio, c'est très beau. Et on peut trouver on ne doit pas perdre la notion du plaisir. En fait, je veux vraiment prouver qu'on ne doit pas sacrifier le fait de bien s'habiller, d'être à la mode pour pouvoir être responsable. En fait, on peut vraiment combiner les deux et en choisissant des matières de qualité. C'est pas incompatible. Et c'est même encouragé avec des jeunes enfants, des enfants. C'est aussi ça que vous vous dites à ce moment-là. On fait attention à l'alimentation, enfin attention aux finances, enfin peut-être pas encore, mais en tout cas on fait attention à plein de choses pour les enfants et pas forcément aux vêtements qu'on leur met, à la qualité de ces Oui, vêtements. c'est aussi important les matériaux qu'on utilise pour les enfants. C'est près de leur peau, donc tous les vêtements qui se trouvent sur mon site, il n'y a pas de matière toxique pour la peau des enfants et c'est très important. Et justement pour des enfants, on a encore envie de mieux faire et d'avoir la meilleure qualité possible. Donc dans tous les choix des produits que vous allez mettre en ligne sur votre plateforme, que vous avez mis en ligne sur votre plateforme, il y a cette attention à ce que ce soit entre guillemets bio. Enfin, on sait bien que bio c'est un peu oui, voilà. un label surutilisé, mais Oui. c'est une garantie que vous voulez offrir aux consommateurs? Oui, tout à fait. Donc il y a vraiment l'aspect c'est pas bio, C'est aussi éthique. éthique, donc on respecte les travailleurs, ça c'est une évidence, puis on essaye de polluer le moins possible, on essaye d'utiliser les meilleurs matériaux possibles. C'est vraiment l'aspect de produire mieux en fait. On arrête de produire en masse aussi, produire moins mais mieux, c'est la partie de la mode durable. Et pour le consommateur, c'est acheter moins mais mieux aussi. Donc on choisit les matières qu'on va acheter, on se pose des questions, qui a fabriqué mes vêtements, qui est derrière. C'est vraiment la notion de transparence qui est très importante dans la mode durable. Ça vous parle, Aurélie, j'imagine, Ouais, quand oui, vous l'entendez, beaucoup, même longueur d'onde. justement. C'est vraiment Oui. même dans votre communication, vous accentuez aussi cet aspect. Oui, mode, c'est-à-dire que pour nous, c'était une évidence. On veut le meilleur pour nos enfants et pour les mamans aussi, en fait. Et je rebondis sur ce qu'elle disait, c'est ça, c'est consommer mieux et peut-être moins, effectivement. Aussi de qualité et stylé, comme elle disait, c'est pas, il faut pas être bobo ou voilà avoir une fibre écologique. Voilà, Ouais, c'est ouais, ça. ouais. Et donc nous, ça a été tout de suite une exigence, c'est de trouver une entreprise, société de production qui faisait du GOTS. Donc c'est Alors, un c'est quoi, label. GOTS? Si on traduit, Oui. c'est Global Organic Textile Standard. Voilà. Mais encore. De quoi Donc s'agit-il? c'est un label international qui garantit que le coton vient de l'agriculture biologique, mais pas que. Il y a aussi le côté les normes sociétales, écologiques, donc l'usage des eaux, les conditions de travail. Donc c'est vraiment un label qui est très exigeant.
Et à côté de ça, il y a un autre label qu'on a aussi, c'est le Ecotex, qui garantit qu'il n'y ait pas de matière toxique dans le produit final. In fine aussi, quand on regarde vos vêtements respectifs, il y a un coût à tout ça. On voit que voilà, un t-shirt qui est de votre marque de Milky Way, c'est quand même 65 €. Est-ce que c'est le prix à payer pour s'habiller bio? Enfin, le t-shirt que j'ai regardé en tout cas. Non, oui, c'est vrai que oui, c'est une contrainte. Vouloir consommer mieux, malheureusement, ça a un certain coût. Et oui, ça, c'est clairement dans nos prix. Le fait de vouloir du GOTS, de la qualité... Mais est-ce qu'on ne se coupe pas, du coup, mesdames, d'un certain public, un public qui n'a peut-être pas les moyens Malheureusement, oui, peut-être encore aujourd'hui. Mais on espère que ça va faire... C'est parce que vous êtes au démarrage, c'est une réflexion que vous avez, être accessible au plus grand nombre, parce que voilà, l'allaitement, c'est encore tabou, et offrir des vêtements comme les vôtres, c'est une manière de casser ces tabous. Ici aussi... C'est aussi leur apprendre à consommer autrement. Donc, on n'achète plus des t-shirts à 3 € toutes les semaines. On achète peut-être 2 sur le mois, mais on sait qu'ils vont durer, qu'on pourra les partager ensuite aux frères et sœurs, aux cousins. Voilà, c'est une autre mentalité. C'est vraiment pour changer la mentalité des gens. Et on sait aussi que ce qu'on achète, ça fait vivre des créateurs derrière. C'est des petits créateurs, c'est pas des grosses entreprises. Donc c'est aussi, on se dit, c'est chouette d'acheter un article. On sait que c'est un chouette créateur qui l'a fabriqué, c'est de bonne qualité. Donc c'est une plus-value aussi. Ça vous parle, ça, messieurs, de dire on achète moins, peut-être plus cher, mais on veut de la qualité? C'est quelque chose qui est dans vos valeurs également, qui se retrouve dans vos entreprises? Et surtout, la question, je pense, à se poser, c'est comment ça se fait que les choses peuvent s'acheter aussi peu cher pour dans d'autres cas. C'est que souvent, le prix à payer est par un autre chemin, pas forcément par l'argent. Et on le voit par des scandales qui éclatent à droite à gauche. Donc c'est un peu ça. On parle de publics qui n'ont pas forcément les moyens par rapport aux choses, mais... Quelle est au final l'implication qu'on donne à ces gens justement par rapport au choix de consommation qu'ils ont, et qui au final, c'est un peu le problème, c'est qu'on a sous-valorisé la valeur de beaucoup de choses, et aujourd'hui, on trouve que quand on revient à des valeurs fortes, les choses sont chères alors qu'elles ont juste leur juste coût. Et vous veillez à ça notamment en travaillant local, en faisant appel aussi à des personnes d'ateliers protégés. Ça fait partie de votre ADN, de vos valeurs? Oui, ça fait partie de nos valeurs. C'est vrai que c'est quelque chose qui va aussi se retrouver dans le prix de nos produits. Mais pour nous, par exemple, on a une clause pour la charte de nos légumes qui est ancrée dans notre société. On prend nos légumes dans un rayon de 100 km autour de notre atelier. Ça limite énormément, mais en même temps, ça fait un impact positif au niveau de l'économie sociale, de l'économie locale. Oui. Et on est en relation directe avec nos producteurs. On sait, là, on comptait justement contacter un producteur pour savoir s'il n'avait pas besoin d'aide suite aux inondations. Donc, ça nous permet vraiment de créer des partenariats de proximité et d'aller plus loin dans les choses. Chacun, vous avez d'ailleurs des communautés autour de vous. Ça a été même à la base du fondement de vos startups. Vous avez testé vos petits pots sur près de 80 consommateurs en culotte courte, même en bavoir, avant de vous lancer. Également, Morgan, il y a eu quand même près de 600 familles qui ont testé votre produit. C'est important d'avoir ce regard, ce retour avant vraiment de faire le saut dans le vide, comme on dit. En tout cas, ça fait partie du processus. À mon avis, à ce moment-là, on a déjà fait le saut dans le vide. Mais effectivement, donc, d'abord, avant de lancer quoi que ce soit, on a discuté effectivement avec 600 familles pour connaître quels étaient leurs besoins, quelles étaient leurs peurs, etc. Leur expliquer notre idée, évidemment, la challenger. Mais ça s'arrête, c'est un processus continuel, ça s'arrête jamais. Maintenant encore, on discute régulièrement avec des parents. Vous remettez encore en cause, ou vous remettez en tout cas faire évoluer le produit? Tout le temps. On est toujours dans cette philosophie de continuellement améliorer nos produits, Aurélie, Laurence, vous voyez donner une carte de banque à vos enfants quand ils auront 10 ans? C'est quelque chose que vous envisagez? Justement, mais oui, je trouve ça super intéressant, effectivement, pouvoir leur apprendre la notion de l'argent, d'épargner, des petits sous. Enfin, à l'époque, on donnait des pièces qu'on mettait dans un cochon. Maintenant, ça se modernise. Je trouve que c'est super chouette. Oui, franchement. Surtout, c'est un contrôle derrière, en plus des parents. Donc, c'est quelque chose qui vous parle. Il nous reste quelques minutes pour refaire le tour de table et dire, voilà, on aborde le futur, c'est demain, vos sites sont lancés, vos projets sont sur les rails. Qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il faut maintenant demain pour Laurentiana et Little Dews? Vous êtes encore
dans votre maison, l'extension, c'est ça vraiment votre futur? Oui, donc d'une part, il y a l'extension, bien sûr, agrandir mon stock. Puis il y a aussi, le but aussi de la plateforme, c'est de pouvoir accueillir des plus petits créateurs qui seraient plus visibles grâce à la plateforme. Donc là, j'ai commencé avec des marques plus établies pour moi-même me faire connaître, mais je veux vraiment l'ouvrir à des petits créateurs revenir locaux. au local comme, Voilà, comme Pierre, par exemple. Oui, exactement. Et sensibiliser le plus de monde possible à la mode durable et leur prouver que c'est beau et que c'est stylé et que voilà. Into the Spoon, vous aussi, hein, vous avez des envies de vous étendre et de toucher un plus grand public dans les prochains mois, les prochaines années à venir. Oui, tout à fait. Et donc là, on est en train de travailler justement pour la rentrée de septembre, parce qu'avec les départs en vacances, la Belgique se désertifie un petit peu, ce que les gens ont largement mérité. Et donc pour l'année prochaine, on cherche vraiment à ouvrir tout ce qui est la distribution, trouver des partenaires de distribution pour tout ce qui est la Wallonie, et aussi de commencer à toucher la Flandre et de pouvoir nous étendre sur tout le pays. En dehors de Bruxelles, où vous êtes déjà bien implanté, le message est passé. Morgan Wirtz, une levée de fonds, ça veut dire de nouvelles perspectives. Vous voulez toucher combien de clients avant la fin de l'année? Alors d'ici la fin de l'année, déjà, on a la première étape qui est de lancer le produit à la rentrée, et puis d'ici la fin de l'année, 7000 clients, c'est l'objectif qu'on s'est fixé. Allez, il faut faire des clics dès la rentrée pour voir votre site. Il est actif, mais le produit sera vraiment lancé dès septembre. Exactement, on peut s'inscrire sur une liste d'attente pour le moment. Et enfin, Milky Way, Aurélie aussi, c'est toucher un maximum de clients, j'imagine. Oui, voilà, pouvoir proposer plus de produits à plus de mamans pour faciliter l'allaitement partout en Europe et peut-être au-delà. Ouais, vous démarrez avec 10 pièces, mais vous êtes déjà sur la prochaine collection. On va continuer à vous suivre, en tout cas, sur BX1 et dans Startup Story. Je vous remercie d'avoir été mes invités. Nous, on se retrouve avec Charlotte la semaine prochaine pour une nouvelle équipe dans Startup Story. À très bientôt.